Merci, merci Monsieur le Président. J'ai noté avec amusement tout à l'heure les propos de M. Maillard-Rossignol qui voulait donner des leçons de concertation avec les différents groupes d'opposition, parce que j'ai quand même un souvenir, étant élu dans cet hémicycle depuis maintenant quelque temps, quel était le sectarisme politique chimiquement pur de M. Maillard-Rossignol et de son prédécesseur Alain Leverne, qui en toutes circonstances s'acharnait à ne jamais associer les élus d'opposition de quelque manière que ce soit à leur projet. Cependant, sur le fond, la critique n'est pas infondée. En effet, nous sommes aujourd'hui dans une situation très critique. Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire sont absolument majeures et frappent déjà très durement nos compatriotes, que ce soit ici en Normandie ou ailleurs. Et nous présenter une belle plaquette, un peu une plaquette électorale, il faut bien le dire, qu'on trouve tous à notre place ce matin, eh bien c'est un peu dommage parce qu'en associant les élus des différents groupes, vous auriez associé en même temps des élus des différents territoires et ça aurait pu permettre, sans forcément prendre plus de temps, eh bien, d'avoir un projet encore plus abouti et encore plus efficace. Ce plan de relance de 500 millions qui est annoncé, comme tous les plans de relance, que ce soit au niveau national ou même au niveau européen, c'est toujours des chiffres un peu spectaculaires, un peu vertigineux, mais évidemment, il faut d'abord analyser la situation telle qu'elle est. L'essentiel de cet argent, en réalité, ce n'est pas de l'argent qui est directement engagé par la collectivité régionale, c'est pour l'essentiel de l'argent qui est versé par l'État dans le cadre du plan de relance national et pour une bonne part d'ailleurs aussi dans le cadre de l'Union européenne, puisque le plan de relance national de 100 milliards, en réalité, il y en a 39 milliards qui viennent directement de l'Union européenne. Et quand on dit ça, on n'a rien dit, puisqu'en réalité, l'argent de l'Union européenne, comme les ressources propres, on sait très bien qu'elles seront mineures et peut-être même très faibles par rapport au volume global du plan de relance, eh bien en réalité, ça sortira une fois de plus de la poche du contribuable français avec une augmentation de la part contributive de la France au budget de l'Union européenne. Tout ça pour dire que c'est évidemment de l'argent qui sort de la poche de nos compatriotes, ici en Normandie comme ailleurs, et ça n'est en pratique qu'une partie seulement d'ailleurs de l'argent que nous versons. On le voit d'ailleurs dans l'impact budgétaire réel ici en Normandie, puisque la décision modificative qui sera soumise au vote tout à l'heure comprend essentiellement en volume les 35 millions pour Brittany Ferries, et finalement, on n'a pas d'impact réel de ce plan de relance dans le budget 2020 ou 2021 de la région. Il y a une vraie interrogation s'agissant de ce plan de relance sur son financement. Pour l'instant, on voit qu'on a un financement qui est prévu environ à 2 ans. Et puis, il y a la question de savoir s'il est dimensionné à sa juste valeur. Alors, évidemment, vous allez me répondre que l'argent public n'est pas illimité et que ce serait peut-être difficile de faire plus. Mais enfin, quand on regarde ce que font d'autres pays, on est quand même en droit de s'interroger. Les États-Unis, quelle que soit la manière dont ils ont géré la crise sanitaire elle-même, ils ont un plan de relance qui est à hauteur de 10% du PIB. L'Allemagne voisine est à 6% du PIB. La France est seulement à 4%. Ça montre une chose très simple, c'est que les pays qui avaient une mauvaise gestion de leurs finances avant la crise sont évidemment les moins en capacité aujourd'hui de faire face à la crise et de rebondir économiquement. Et ce qui est vrai au niveau national, de manière évidente, la France a franchi la barre des 2200 milliards d'euros, c'est à 100% du PIB en dette publique avant la crise sanitaire, et je ne parle pas de la situation aujourd'hui, mais s'agissant de la région Normandie, c'est la même chose. Vous avez pris en 2015 une situation qui était, sur le plan de l'endettement, exceptionnellement favorable. Alors peut-être que c'était dû à des manques d'investissement flagrants dans certains domaines, mais la situation était quand même exceptionnellement favorable. Aujourd'hui, vous vous targuez d'une situation qui est encore pas trop mauvaise, mais la trajectoire de la dette à échéance de 2025 nous placerait à une dette publique régionale, à une dette du Conseil régional de 1,4 milliard d'euros, ce qui est absolument colossal. Donc en réalité, nos capacités d'endettement aujourd'hui sont déjà largement obérées par les choix que vous avez faits, notamment les choix financiers, de gestion financière de notre collectivité. J'en veux pour preuve que, puisqu'on est un peu à l'heure du bilan aujourd'hui, entre la situation en 2015, le compte administratif 2015, au moment où vous avez pris vos fonctions à la tête de la région, et les orientations budgétaires 2021, on a 25% d'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement, on a une épargne brute qui a été divisée par 2, et on a une hausse de l'encours de la dette qui est plus importante que le remboursement de la dette. Tous ces indicateurs, ce n'est pas simplement des chiffres, ça correspond à une réalité, c'est-à-dire
une région Normandie qui n'a pas du tout les capacités financières de réaction et de soutien à l'économie qu'elle pouvait avoir il y a encore quelques années. Et c'est évidemment une très mauvaise nouvelle dans la situation actuelle. 2 points encore sur le plan de relance. Évidemment que ce plan de relance, ça devrait être l'occasion de structurer des filières dans les secteurs où on peut réellement être les meilleurs au niveau national et même au niveau européen. Et je pense en particulier à la filière énergie. Mettre les investissements stratégiques dans l'hydrogène pour que nous soyons les champions dans ce domaine. On voit que des pays comme l'Allemagne sont en train de prendre une avance considérable par rapport à la France là-dessus, notamment pour les voitures qui fonctionneraient demain à l'hydrogène. Et c'est vrai dans d'autres domaines. Je pense évidemment aussi au nucléaire. Le nucléaire, non seulement ne doit pas être abandonné, il ne doit pas être dénigré, il doit être soutenu au maximum parce que nous faisons partie des régions qui ont le parc électronucléaire le plus important. C'est évidemment un vecteur d'emploi et en l'occurrence d'emploi stable dans notre région. C'est une énergie qui est en devenir et c'est l'énergie, rappelons-le, qui est la plus décarbonée. Donc à l'heure où on veut tout repeindre en vert, à l'heure où on veut tout décarboner, parfois avec un peu, comment dire, avec excès, parce que dans ce domaine, je pense que le mieux est l'ennemi du bien. Et aujourd'hui, on passe notre temps à imposer des normes, des règles, des contraintes aux entreprises qui les rendent toujours moins compétitives sur la scène mondiale. Donc je pense que dans ce plan de relance, l'une des faiblesses, c'est de vouloir, là aussi, céder un peu à la mode du moment. On repeint tout en vert, on veut imposer des normes environnementales drastiques, alors que c'est ce qui peut tuer demain notre industrie et c'est ce qui peut empêcher nos entreprises demain de se développer. Soyons raisonnables dans ces normes. N'oublions pas que la France aujourd'hui et l'Europe en général est le pays et sont les pays qui ont le niveau de normes environnementales le plus élevé au monde. Voilà, donc dans un contexte de compétition mondiale, et vous avez fait le choix, vous et vos amis politiques, de ne pas mettre en place du protectionnisme, de ne pas protéger notre marché, eh bien, il faut à ce moment en assumer les conséquences. Et à chaque fois que vous imposez des normes environnementales supplémentaires, vous risquez d'empêcher nos entreprises de se développer et donc les emplois de se créer. Je voudrais passer un mot sur le ferroviaire quand même. 5 ans après votre arrivée aux manettes de la région, vous en êtes réduit à faire un procès à la SNCF. Alors, bien sûr qu'il faut faire le bras de fer. Bien sûr que la SNCF n'a pas fait les investissements qui étaient nécessaires. Bien sûr qu'elle a traité que la Normandie est depuis des décennies, en réalité, le parent pauvre des investissements de l'État et de la SNCF en matière ferroviaire. Mais le fait d'en être réduit en fin de mandature à faire un procès à la SNCF, est-ce que ça n'est pas l'aveu d'échec le plus flagrant de votre politique en la matière? Est-ce que est-ce que ça ne signe pas finalement l'inefficacité totale des choix très hasardeux que vous avez faits? Vous avez tout mis sur le matériel roulant. N'arrivent pas à l'heure, puisqu'ils étaient prévus pour une livraison très électorale fin 2020. Une bonne partie vont arriver courant 2021, mais ça, je dirais, c'est presque anecdotique. Mais évidemment, ça s'est fait au détriment du réseau, de la fiabilité, de la rapidité des trajets. Alors aujourd'hui, vous vous réjouissez qu'il y ait un certain nombre de travaux qui sont faits à la gare Saint-Lazare, et tant mieux. Mais il n'y a pas que la gare Saint-Lazare, aujourd'hui, loin de là, où des investissements doivent être faits massifs pour améliorer la viabilité et la rapidité des temps de parcours, vous le savez bien. Au passage, je note que la personne qui vous a rédigé votre petit propos introductif s'est trompée. Ce n'est pas du tout la gare Saint-Lazare qui a la plus forte affluence européenne, c'est la gare du Nord, et de très très loin. Mais ce n'est pas très grave, c'est en l'occurrence très anecdotique. Mais je crois qu'aujourd'hui, la nécessité absolue, c'est de renouer un vrai dialogue et que l'État prenne des vrais engagements très précis sur des investissements, pas simplement des grandes idées, une ligne nouvelle Paris-Normandie, simplement concrètement les investissements impératifs immédiats nécessaires pour améliorer le service aux usagers, c'est-à-dire la durée des temps de parcours et la fiabilité, parce que c'est ça qui a le plus fait défaut et c'est ça qui motive aujourd'hui votre action en justice contre la SNCF. Un mot sur le Grand Paris. Anne Hidalgo et Édouard Philippe se sont réunis dans le cadre du Forum du Grand Paris il y a quelques jours seulement, enfin quelques semaines, et on a vu dans leurs propos qu'il y avait une volonté quand même progressive de traiter la Normandie comme la troisième couronne, comme la grande banlieue parisienne. Et évidemment, ce serait absolument désastreux. On voit que sur les investissements dans le cadre du plan Vallée de Seine, sur 2015-2020, nous, la collectivité régionale, a engagé et payé environ 55%, l'État à peu près autant, ce qui n'est pas considérable, l'Île-de-France seulement 17%. On voit bien qu'il y a une volonté finalement de l'Île-de-France et de l'État de ne pas participer pleinement au développement de la vallée de Seine. Or,
là-dessus que nous devons nous battre. Pour éviter d'être traités, d'avoir la Normandie qui soit progressivement placée sous la tutelle de l'Île-de-France, il faut qu'on fasse des investissements stratégiques, qu'on défende pied à pied nos intérêts. Aujourd'hui, on voit bien que le Grand Paris, ça risque de devenir une sorte de couche supplémentaire dans le millefeuille administratif et une couche qui place les autres collectivités territoriales, conseils départementaux, conseils régionaux et même les municipalités, à une certaine mesure, sous tutelle et sous dépendance. Donc là-dessus, on ne vous a pas beaucoup entendu. Ce serait absolument indispensable que la Normandie se fasse entendre, défendre ses intérêts, parce que le Grand Paris, avec des moyens absolument colossaux, ne va pas manquer d'essayer de placer notre région sous dépendance. Un mot sur Normandie sur la paix, je ne veux pas être trop... C'était la réunion mondaine annuelle. Ça continue, malgré le Covid, ça continue de coûter cher et ça continue de ne servir à rien. Parce que vous n'avez aucune compétence en matière de paix dans le monde, aucune efficacité en la matière, et votre proposition cette année, c'était de consacrer 1% du budget de la Défense au développement. Enfin, tout ça fait sourire. Vous avez été ministre de la Défense, vous savez que nos armées sont à l'os, vous savez que nous avons des forces armées engagées au Sahel dans le cadre de la force Barkhane. Alors vous voulez leur retirer 375 millions de budget, ils seront moins efficaces pour lutter contre l'islamisme sur place, ce qui peut avoir des conséquences non seulement dans la stabilité et la sécurité de la région, mais également sur notre propre sécurité ici en France. Honnêtement, c'est vraiment du gadget. Et c'est dommage parce que vous avez fait une première édition qui a été un flop, vous auriez pu en rester là, constater l'échec, constater que ça ne sert à rien. Au lieu de ça, vous persistez et vous persistez dans ce qui est à la fois inutile et ce qui est coûteux. Le Dideland, c'est un projet... Je vous en veux un petit peu là-dessus parce que c'était notre projet pendant la campagne des régionales d'un vrai Puy du Fou normand. Et aujourd'hui, vous avez totalement dénaturé en quelque sorte ce projet. Si vous l'aviez mis en œuvre, on aurait été les premiers à s'en réjouir. Aujourd'hui, on voit bien que ça a été mal ficelé, fait dans la précipitation, sans concertation avec les acteurs et les associations de la mémoire des événements de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait faire un vrai spectacle absolument magnifique sur l'histoire de la Normandie. Et la région Normandie, la Normandie le mérite. Mais réduire d'abord l'histoire de la Normandie aux seuls événements du débarquement, c'est d'abord malheureusement assez réducteur. C'est évidemment une part importante de l'histoire de notre région dont on peut être fier. C'est ce qui a contribué à faire connaître la Normandie en tant que région à l'échelle mondiale, les événements de 1944, le débarquement. Mais enfin, faire un spectacle sur l'histoire de la Normandie en oubliant totalement Guillaume le Conquérant, c'est quand même un peu dommage. Vous vous étiez fait élire sous le label et sous le slogan « La Normandie conquérante ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous auriez pu y penser, plutôt que d'accepter à la va-vite un projet finalement très mercantile qui n'embrassera pas dans sa totalité l'histoire de la Normandie et qui, du coup, risque de ne pas contribuer réellement et efficacement à son rayonnement. Je vous remercie.